se retrouve pour la deuxième partie de mon bilan culturel de janvier que j'ai coupé en première partie après vous avoir parlé de ma lecture et d'un film et d'une série que j'avais vue ainsi que d'un documentaire parce que voilà, je m'étale beaucoup sur le sujet mais quand je trouve des choses aussi passionnantes j'ai envie d'en parler et je vais maintenant le faire avec les podcasts que j'ai écoutés depuis le mois de janvier puisque j'ai commencé un nouveau stage qui se trouve à 45 minutes, 1 heure de trajet de chez moi à peu près. Et c'est pile poil le temps qu'il me faut pour écouter la majorité des podcasts que je savoure en ce moment. Parmi les podcasts qui m'ont beaucoup marqué ce mois-ci, il y a des podcasts que je connaissais déjà et d'autres que j'ai découverts. Je vous le fais à peu près par chronologie de ceux que j'ai écoutés parce que je les notais au fur et à mesure. J'en ai écouté tellement que j'avais peur d'oublier. Mais j'ai vraiment retenu ceux que j'ai préférés. Donc il y a eu un podcast sur France Culture, c'est l'émission Concordance des temps. France Culture, c'est-à-dire trop chiant. Non, il y a des podcasts qui sont vraiment pas chiants sur France Culture. C'est un podcast hébergé par Jean-Noël Jeanneney et l'invité c'était l'historien Robert Muchemblé qui a écrit Une histoire du diable en 2000. Et c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai failli acheter l'histoire du diable en Europe il y a 1 ou 2 ans je crois, puis je me suis dit non j'ai pas le temps de le lire, j'avais d'autres trucs à lire donc je l'ai pas acheté le jour où je l'ai trouvé dans une librairie. Je ne sais plus qui est l'auteur et depuis ce jour-là j'y repense, je me dis ah quand même ça aurait pu être intéressant et donc je me suis dit que 58 minutes c'était pas cher payé pour en découvrir un peu plus sur l'histoire de ce noble gentilhomme qui est le diable. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable, mais mon cœur depuis des jours ouragan se meurt d'amour. Mais le diable est... Vous avez reconnu Léo Marjane, c'est elle qui a vendu son âme au diable, une chanson de 1943. Robert Muchemblé, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir. Et c'était hyper intéressant de comprendre en fait comment cette figure du mal s'est métamorphosée à travers les siècles parce que le diable n'a pas toujours eu cette forme physique ou au moins plus ou moins définie qu'on lui connaît de manière contemporaine. Selon Robert Muchemblé, il a aujourd'hui 3 formes, et des formes qui sont héritées des siècles de construction de cette figure par des institutions comme l'église et même parfois comme l'État, des constructions sociales. En fait c'est intéressant aussi de voir comment ce mix de croyances, de folklore et d'idéologie venue d'en haut si on peut dire, contribue à créer une figure qui est celle du diable censé incarner le mal absolu. Donc Satan aujourd'hui aurait une forme majestueuse. Voilà, Satan sorti des enfers avec les flammes qui fait peur mais qui est quand même impressionnant. Et ensuite il y a la figure de l'homme un peu hirsute qui lui il fait plus... il fait peur mais parce qu'il est moche, il est laid. Je pense que vous voyez très bien cette figure dont je veux parler. Et ensuite il y a le Satan, le mal intériorisé, qui est en nous. Donc c'est une figure qui est peut-être moins présente chez les non-religieux parce qu'elle est plus difficile à représenter justement. Et cette figure du diable telle qu'on se la représente aujourd'hui, apparemment, selon Robert Muchemblé, n'existait pas avant le Moyen-Âge, qui a été l'époque, du moins en France ou en Europe occidentale, catholique principalement, ça a été l'époque où on a vraiment tâché d'encadrer les mœurs grâce à la religion. Et en fait, encadrer les mœurs, ça ne marche que s'il y a la carotte qui est Dieu et le bâton qui serait le diable. Voilà, si on dit il faut suivre la voie de Dieu mais qu'il n'y a pas de conséquences à ne pas le faire, il n'y a pas plus d'envie que ça, enfin je veux dire c'est quand même contraignant. La religion à cette époque-là, quand vraiment toute la société était structurée par ce système-là, il fallait quelque chose qui fasse peur et qui encadre les mœurs, d'autant plus qu'en fait ce diable était présent partout, il pouvait surgir de n'importe quel recoin, ce qui obligeait les gens à... c'est marrant parce qu'on se sent proche d'eux quand on dit ça comme ça, mais oui, ce qui obligeait les gens à s'encadrer eux-mêmes, en fait, à s'interdire je vais pas faire ceci parce que si je fais ça, le diable va me poursuivre, le mal sera en moi, et c'est très grave, je n'irai pas au paradis. Et en fait, voilà, ce processus de construction du diable pour faire peur et pour encadrer les mœurs, c'est ce que Robert Muchemblé a appelé la reconquête des esprits, un moment où
la force de Dieu ou de la religion s'amenuisait, il a fallu ajouter un ingrédient de peur qui incite d'autant plus les gens à suivre ce qu'on leur disait de suivre, hein, clairement. Et pourtant, le diable, avant cette époque-là, avant de devenir le mal absolu, était présent dans les esprits, mais plutôt sous la forme d'un folklore et d'un personnage dont on pouvait se jouer. Vous voyez, on pouvait passer des pactes avec le diable et en sortir gagnant, tandis qu'après cette reconquête des esprits opérée au milieu, fin du Moyen-Âge, c'était plus possible en fait. Le diable, c'est vraiment le mal absolu, et il y a cette idée aussi qui se transmettait par les tripes, en fait, que le mal s'introduisait dans les viscères comme une maladie en fait invisible, et que, alors, visiblement, le diable se transmettait par le sexe, comme une MST en fait, et je trouve ça dingue. Enfin bon bref, c'est fou cette image quoi, de se dire ah si je couche avec telle personne, je risque de lui transmettre le diable, ou alors je vais attraper le diable, comme si je vais attraper voilà, le sida ou autre en couchant avec cette personne. Et bon à l'époque il y avait, je sais pas s'il y avait des capotes, mais en tout cas je pense pas qu'on disait mais non, si vous mettez des capotes c'est bon, vous êtes protégé contre le diable. En tout cas c'était même pas dans l'intérêt de l'église et de l'état, donc la question ne se posait même pas. Mais le podcast parle aussi des sorcières et de la chasse aux sorcières qui a démarré fin du XVe siècle, et en fait c'est intéressant de voir comme l'église a lancé l'idée qu'il y avait des sorcières et qu'elles pouvaient nuire à la société, mais qu'en fait c'est vraiment les états qui ont mis en place cette chasse, parce que c'est l'état qui avait principalement les pouvoirs juridiques à l'époque, et comment les états se sont emparés de cette chasse aux sorcières en tant que mission régalienne de protection de la société. En fait c'est vraiment, c'est fou quoi, de se dire que bon, c'est complètement fou. Et sachez d'ailleurs, petite anecdote, puisqu'il y a des petites choses marrantes aussi dans ce podcast, qu'il y a une ville en Hollande qui s'appelle Ondewater, je crois. Ondewater, enfin bon bref. Dans cette ville-là, on pouvait peser les femmes suspectes de sorcellerie, et si leur poids était plus léger que leur apparence ne le laissait penser, c'est qu'elles étaient des sorcières. Bah oui, parce que pour que les sorcières puissent voler sur un balai, je sais pas s'il y avait déjà cette imagerie-là au Moyen-Âge, mais il me semble que oui. Pour que les sorcières puissent voler, ou du moins avoir des pouvoirs surnaturels, il fallait qu'elles soient plus légères que l'air. Et donc si le poids était étonnamment faible, cette femme était déclarée une sorcière. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, à Ondewater, on peut aller se faire peser et obtenir un certificat de bon poids et bonnes mœurs. Ensuite, un épisode de podcast qui m'a beaucoup touchée, c'est un épisode de Louis Média, qui fait sans doute partie de mes médias préférés, qui traite de sujets de société. Je crois qu'ils ont plusieurs catégories, mais celle que j'adore, bon il y en a deux, il y a la catégorie émotion et la catégorie travail en cours. Et c'est vrai que les sujets sur le travail, et sur sa place dans la société, sur ses mutations, sur le rapport individuel au travail, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, peut-être parce que je suis en cours d'études, que je me projette beaucoup aussi sur le marché du travail. Je pense qu'au cours de toute une vie ça peut être intéressant évidemment, mais parmi les épisodes que j'ai écoutés, celui dont je veux vous parler s'appelle « D'où vient l'injonction à être passionné au travail ?» Je crois qu'il a été sorti début janvier, et le titre m'a beaucoup intéressée parce que je fais partie de ces gens qui considèrent que la passion est indispensable au travail. Pour la psychologie, voire la psychopathologie, la passion revêt d'abord une connotation négative et pathologique. Si elle est excessive, elle peut épuiser les réserves d'énergie et de motivation du salarié, par exemple, et le conduire, pour se protéger, à développer une attitude cynique, d'ailleurs, envers son activité. Ou pas indispensable, mais si on ne l'a pas, clairement la vie a moins de saveur, quoi, parce qu'on passe tellement de temps de notre vie au travail, ça c'est un truc... Maintenant que j'ai des horaires justement de boulot, pas d'étudiants, je m'en rends compte et c'est chiant quoi. Donc on passe beaucoup de temps au travail, et donc c'est mieux d'être passionné, c'est ce que je crois, et je le crois toujours, mais cet épisode remet quand même beaucoup de choses en question, parce qu'il explique les aspects pervers en fait d'être passionné au travail. On parle un petit peu du burn-out, mais pas tant que ça en fait. Les deux invités sont Nathalie Leroux, qui a écrit Le travail passionné en 2015, qui est une sociologue du travail et qui étudie beaucoup le milieu sportif, dans lequel la passion est un sujet omniprésent selon elle. Et la deuxième invitée s'appelle Hélène Weber, c'est une sociologue et ancienne employée de McDonald's. C'est un job qu'elle a occupé pendant ses études, et c'est précisément à propos de ce job étudiant qu'elle a écrit son mémoire de sociologie de fin d'études.
C'est un livre qui aujourd'hui est publié et s'appelle Du ketchup dans les veines, donc titre très parlant. Et en fait ce qu'elle raconte c'est super intéressant parce que elle avait adoré son expérience chez McDonald's, elle raconte qu'elle se sentait faire partie d'une équipe, qu'elle était valorisée, que c'était stimulant, le service client. Elle était dans un système très prenant en fait et que c'est souvent pas l'image qu'on se fait de McDonald's qui est une entreprise très décriée. Et donc elle voulait réhabiliter en fait cette entreprise aux yeux du public. Elle raconte sa première entrevue avec son maître de mémoire qui lui avait travaillé justement sur cette question de la passion au travail qui s'appelle Vincent de Gaulejac, que je ne connaissais pas du tout. Et donc elle rencontre ce monsieur en lui exposant son projet, et lui ne dit rien, lui donne quelques-uns de ses ouvrages, lisez ceci, on en reparle. Et en fait là à ce moment-là elle dit qu'elle a ouvert les yeux, en fait le salarié est dévoué corps et âme à son entreprise et elle raconte des choses très concrètes et très précises qui montrent en fait ce dévouement complètement parfois malsain. J'en parle comme ça parce que je l'ai vécu aussi et je sais ce que c'est et je pense que vous êtes nombreux aussi. Et du coup c'est tellement pervers parce qu'on s'en rend pas compte et en fait c'est fait de manière tout à fait consciente, en tout cas chez McDonald's visiblement. Et cette injonction à la passion au travail, selon les sociologues invités dans le podcast, seraient nés dans les années 80, au moment où justement le monde du travail s'est beaucoup transformé, avec la crise économique il y a eu beaucoup de tertiarisation, et aujourd'hui, visiblement, ce qu'explique Vincent de Gaulejac, c'est que les jeunes sont beaucoup en recherche de sens dans leur travail. Pourquoi ? C'est compliqué à expliquer aussi, mais en tout cas c'est mon cas. Et en fait ça c'est un terrain fertile pour les entreprises, pour tirer profit de ça. Donc ce que je peux vous dire c'est faites attention, c'est bien d'être passionné par son travail, mais il faut aussi avoir d'autres sources d'intérêt importantes. Et ça je pense que, enfin j'espère du moins qu'on l'apprend avec le temps et les années, que la fougue de la jeunesse fait place à davantage de mesures, voilà. Mais c'est un épisode hyper intéressant et je vous conseille tous les épisodes de Louis Média. Maintenant, on va passer au podcast que j'ai découvert, certains dont je connaissais déjà le nom et d'autres pas. C'est le cas de Culture 2000 que je ne connaissais pas. Culture 2000, c'est l'histoire de cet événement super connu que tu fais semblant de connaître, de mec qui a un nom de rue dans toutes les villes et du bouquin que tu es censé avoir lu. Donc vous voyez déjà ce descriptif officiel qu'ils ont choisi donne un peu le ton du podcast. C'est des conversations entre 4 amis qui s'appellent, attendez, Greg, Marlène, Jean-Baptiste et Johan. Ces 4 amis voilà, discutent à propos d'un événement historique ou d'un personnage historique. Sur le ton, c'est léger, c'est drôle, c'est dynamique en fait, c'est prenant, on se sent comme si on était là à table en fait avec eux. Et ce qui est drôle, c'est que parfois ils ont des réparties, ça a l'air tellement spontané, il y en a un qui dit une connerie, et en fait la réponse derrière est tellement bien argumentée sans en avoir l'air. Je voudrais saluer leur prouesse d'avoir réussi à mélanger ce ton décontracté, spontané, avec de la rigolade, avec un contenu pourtant sérieux et informatif, parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas préparé le truc en fait, alors que c'est absolument impossible. Je serais curieuse de savoir combien d'heures ils passent à préparer un épisode. Mais les 2 premiers que j'ai écoutés qui m'ont beaucoup plu, c'est un épisode sur Cléopâtre, because who else? Ignition sequence start. Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Greg. Et bonjour Johan. Salut Greg. Tu rigoles déjà beaucoup, ça me fait plaisir. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de Cléopâtre. Cléopâtre, la reine la plus connue de l'Antiquité, considérée comme le dernier pharaon de l'Égypte antique. Est-ce qu'on dit pharaon du coup ? Je ne sais pas. Ouais. Et dont l'histoire a été refaite à grands coups de légende et de romantisme. Alors si vous vous imaginez une Cléopâtre style Monica Bellucci prenant un bain de lait dans une pyramide, eh bien vous vous trompez. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va revoir son histoire ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque Cléopâtre, Jean-Baptiste, t'as le nez dans tes notes, je vais te poser la question. Mais tu peux. Et le 2e épisode s'appelle L'histoire de l'aviation. Trop intéressant aussi. Et d'ailleurs j'ai vu aussi qu'il y avait un épisode sur le fondement de McDonald's, pour faire un petit clin d'œil à ma dernière vidéo, mais je ne l'ai pas encore écouté, et puis il y en a encore plein d'autres qui ont l'air cool. Je pense que c'est un très bon moyen de se réintéresser à l'histoire si vous avez été traumatisé par un vieux prof un peu soporifique, ou par les documentaires Arte dont je vous parlais dans la première partie, qui sont pas toujours aussi fun que Greg, Marlène, Jean-Baptiste et Johan. Donc Culture 2000, passez faire un tour si ça vous dit.
Ensuite, dans les podcasts que je ne connaissais pas, mais dont j'avais déjà entendu le nom, Kif Taras, podcast qui est très encensé, me semble-t-il, et maintenant je comprends à quel point, pourquoi. Donc un podcast hébergé par Rokhaya Diallo et Grace Lee, produit par Binge Audio. Binge Audio. J'ai écouté comme premier épisode, après j'ai enchaîné, Antilles empoisonnées, le scandale du chlordécone. Et pour en parler, nous avons invité Jessica Oublié. Bonjour Jessica. Bonjour Okaya. Merci Bonjour d'être là, d'avoir traversé l'Atlantique pour venir nous présenter ton travail. En fait, pour moi, c'était important de ne pas commencer par la porte de la responsabilité parce que sinon, tu n'en sors pas. Dès qu'en réunion associative, on la pose sur la table, on n'en sort vraiment plus. Ce qui m'intéressait, c'était de questionner cette banane. C'était quoi sa place finalement aux Antilles ? C'est quoi encore sa place aujourd'hui ? On en parle ensuite dans les autres chapitres du bouquin. Donc l'invitée s'appelle Jessica Oublié et c'est en fait l'autrice d'un roman graphique sorti en 2020, assez récemment. Roman graphique qui d'ailleurs doit sa parution à un financement participatif, donc j'ai trouvé ça trop cool. C'est un roman qui s'appelle Tropique toxique. Pourquoi ? Parce que le chlordécone, c'est un produit toxique qui a été utilisé pendant plus de 40 ans aux Antilles, dans les bananeraies. J'ai pris 4 pages de prise de notes, donc je vais peut-être pas toutes vous les relire. Mais j'ai trouvé ça tellement important de savoir ce qui s'est passé en fait dans les Antilles, parce qu'on a beau le savoir... Enfin, si, je crois qu'on en a parlé quand même. Il me semble que Monsieur Macron, pardon, en a parlé... Enfin, c'est un débat qui est revenu sur le devant de la scène en 2019. Et encore, même dans les hautes sphères politiques, ils ont du mal à reconnaître le caractère cancérigène de ce pesticide, de la chlordécone, qui a pourtant été prouvé scientifiquement, et on dit oui, mais on peut pas savoir à quel point, et puis... C'est complètement irresponsable. Ça veut dire qu'on ramasse tout. Donc moi, je veux bien que, ayant considéré pendant des décennies sans doute, comme responsable local puis comme ministre, que ça n'était pas un sujet, et que ça en devient depuis mai 2017, il faudrait d'un seul coup faire davantage que davantage, mais faisons déjà ce qui est établi scientifiquement. Non mais pardon, Président, mais c'est vrai. Donc là-dessus, il y a une procédure rigoureuse qui est mise sur la table. Rigoureuse. Non mais, à la fin, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Je dis personne ne m'a établi un lien direct. Si on m'avait établi un lien direct, j'aurais pris les responsabilités qui vont avec. Parce que c'est mon tempérament et je n'ai jamais rien caché sous le tapis. Et je ne crois pas qu'on ait découvert en mai 2017 qu'il pouvait y avoir un lien ou que c'était un problème de santé publique. On est d'accord. On ne l'a pas découvert en mai 2017. Bon. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 90% des Guadeloupéens et des Martiniquais ont été intoxiqués par le chlordécone, pesticide qu'on larguait au-dessus des bananeraies par des avions, ce qu'on appelle les pendages aériens. Et en fait, dans ce podcast, il y a une petite fille qui raconte que dans sa cour d'école, à la récré, elle sortait avec ses copines et qu'en fait, il y a de la pluie noire et visqueuse qui tombait du ciel, et en fait ça leur tombait dessus et elles s'amusaient à se l'étaler sur le corps parce que ça collait, et en fait voilà, 20 ans plus tard, cancer. Et elle dit dans le podcast, je mesure ce qu'on nous a fait. En fait, ce qui est complexe aussi, c'est que ce pesticide a été utilisé au moment où la banane antillaise et guadeloupéenne était menacée par la montée en puissance de la banane africaine et d'Amérique du Sud, subventionnée par les États-Unis et par la France de l'autre côté. Donc on parle du pacte de Charles de Gaulle qui divisait le marché français entre l'Afrique et les Antilles. Et en fait, il faut savoir que la banane des Antilles était beaucoup moins compétitive parce que déjà cultivée sur des plus petites surfaces, donc avec moins d'économie d'échelle, d'autant plus qu'aux Antilles, il y a des cotisations sociales à payer, donc cultiver la banane avec des travailleurs africains ou sud-américains coûtait beaucoup moins cher, ce qui fait que la banane française souffrait de ses concurrentes. Et donc ce sont les producteurs de bananes martiniquais qui en novembre 1992 ont occupé une des pistes de l'aéroport de la Martinique pour demander du soutien de la part du gouvernement pour leur banane, qui en fait est un pilier de l'économie des Antilles et donc qui structure beaucoup de la vie économique et locale de la région. Le chlordécone, c'est donc une molécule qui a été inventée dans un laboratoire états-unien dans les années 50 et qui déjà dans les années 70 aux États-Unis avait été interdite pour cause de toxicité, ce qui n'a pas empêché
la France de continuer à l'utiliser dans ses bananeraies antillaises jusque dans les années 90 et même un peu après, et ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve un taux record de cancer de la prostate dans ces régions-là, ce qui n'est pas anodin. Et voilà, encore chez les nourrissons aujourd'hui, on retrouve des traces. Il n'y a pas que le côté sanitaire directement sur les corps en fait, il y a aussi le fait que ça ait infesté les sols et qu'aujourd'hui les Antillais ne peuvent plus cultiver dans leur propre jardin en fait, alors que c'est une pratique beaucoup plus répandue là-bas qu'en métropole, visiblement, encore une fois je connais pas la vie là-bas. Et en fait ils peuvent plus le faire parce qu'il faut désintoxiquer les sols, et alors visiblement il y a des plans quand même, des programmes d'action mis en place pour que les gens puissent purifier leur sol, mais en fait on leur dit comment faire, mais on leur donne pas les moyens, enfin on les aide pas tellement, donc voilà, c'est un peu, on se dédouane un peu comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a utilisé ce pesticide-là en partie en lien avec l'imaginaire colonial, parce que bien sûr on est dans le podcast Kiffe ta race, donc cette question de santé publique est reliée à des questions de race et de colonialisme. Et en fait voilà, ces tropiques sauvages, exotiques, il fallait les dompter en fait, parce que voilà, il y a des insectes qui étaient beaucoup plus dangereux qu'en France, et ça fait partie de tout un imaginaire colonial qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages de soldats, d'explorateurs. Donc c'était justifié en fait d'utiliser cette molécule très puissante, et encore une fois ça prouve la confiance qu'on a dans la science agronomique pour dompter et dominer la nature, et ça remonte très loin, plusieurs siècles en arrière. Donc en fait ça soulève plein de questions. On parle aussi, il y a aussi des comparaisons qui sont faites avec les actions menées au détriment de populations, par exemple les essais de bombes à hydrogène dans le Sahara ou en Polynésie française. Et aujourd'hui il me semble qu'il y a des procès ou des inquisitions en cours auprès de la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité en fait, qui sont menés par ces populations-là. Et je sais pas où ça en est, mais bon, en tout cas les crimes poursuivent les responsables pendant longtemps, et les responsables souvent sont morts, mais c'est les gouvernements actuels qui en héritent, donc bon. It's complicated, mais c'est un podcast très intéressant. L'avant-dernier podcast dont je vais vous parler, c'est aussi un podcast que je ne connaissais pas, plus ou moins, dont j'avais entendu parler sans le savoir. C'est le podcast Transfert, propulsé par Slate.fr, qui fait plein de podcasts trop cool d'ailleurs. En plus il y a énormément d'épisodes, donc je me suis dit parfait, j'ai 530 trajets d'1 heure d'ici la fin de mon stage à effectuer, ça va me faire 530 épisodes. Je crois qu'il n'y en a pas autant, mais j'en trouverai d'autres d'ici là. C'est incroyable. En fait c'est un ami qui m'a parlé il y a, je sais pas, le mois dernier, 2 mois, de ce podcast là, en me parlant d'un épisode en particulier. En plus c'était une conversation qui est partie de complètement autre chose. Il me dit ah ouais, ça me fait penser à ce podcast là que j'ai écouté. En fait il raconte l'histoire d'une fille, je vous spoile pas, mais il me racontait cette histoire là et je dis mais c'est complètement dingue et tout, et c'est quoi le nom de ce podcast, parce que ça me paraît, j'avais trop envie d'écouter. Il m'a donné le nom et je ne m'en souvenais plus, et en fait c'est quand je suis tombée sur le Transfert par hasard un peu plus tard que j'ai écouté cet épisode également par hasard, parmi la centaine qu'il y a. Je crois que ça fait partie des plus récents. Et en écoutant l'histoire, j'ai reconnu celle dont m'avait parlé mon ami. Et pourquoi c'est incroyable? Parce qu'en fait, c'est des gens qui racontent leur vie, alors que c'est absolument passionnant. Je vais vous lire leur descriptif aussi. Transfert, ce sont les péripéties secrètes de notre voisin, de l'homme qui court à côté de nous à la salle de sport. L'événement qui a transformé la personnalité de notre cousin ou qui empêche notre collègue de travail de faire confiance aux autres. Donc ce sont les histoires de monsieur et madame tout le monde, néanmoins abracadabrantes, parfois choquantes. C'est des histoires vraies, prenantes, émouvantes, avec en creux, ça c'est Transfert qui le dit, avec en creux le monde moderne et ceux qui l'habitent. Et c'est vrai, ça pose aussi encore une fois des questions de société. On se dit mais cette personne est complètement dérangée, ou alors mais cette personne a poursuivi tel rêve, et qu'est-ce que ça veut dire en fait de notre monde, et des injonctions encore une fois. Donc c'est des épisodes hyper intimes en fait, parce que c'est des gens qui racontent ce qu'ils ont vécu, et en fait je me dis mais c'est des raconteurs professionnels, comment ils trouvent des gens qui racontent aussi bien les histoires? C'est un podcast où vraiment les gens prennent le temps d'expliquer, il y a des petites coupures audio de temps en temps, donc en fait c'est comme si on avait une première partie, genre deuxième chapitre, et on a envie de savoir la suite, et voilà, les gens prennent leur temps, ils prennent le temps de décrire leur état d'esprit à telle étape de l'histoire.
Et vraiment, ils revivent l'événement à travers leurs paroles et on a l'impression de le revivre avec eux. C'est vraiment hyper bien fait, l'audio est en plus hyper agréable. Et il y a des histoires vraiment bouleversantes, certaines plus que d'autres évidemment, mais à chaque fois c'est quand même, ça fait réfléchir, à chaque fois on se dit oh, j'aimerais tellement pas qu'il m'arrive ça. Ou alors ça peut être plutôt cool. Il n'y a pas toujours des morales à l'histoire, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on attend la chute finale, et bah non, des fois c'est la fin de l'histoire et ok. Bon bah ok, ah ouais, drôle de moment dans la vie de cette personne. Donc parmi les épisodes que j'ai écoutés, franchement j'en ai écouté déjà tellement, mais ceux qui m'ont vraiment bouleversée, il y a eu une histoire d'amour en voyage, la fuite en avant, attendez, je pas mon téléphone là. Et je me demande si ça vaudrait le coup que je vous dise lesquels j'ai préférés, parce que je pense que certains épisodes parleront plus à certaines personnes, feront plus écho à leur propre expérience et ressenti, mais dans tous les cas on en apprend toujours beaucoup et je trouve que c'est un podcast aussi qui fait travailler l'empathie, si tant est qu'on ait besoin de la travailler. Mais parmi les épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a l'épisode 18 de la saison 1, une terrible histoire d'amour, de voyage et de fuite en avant. Je vais vous raconter l'histoire de mon voyage en Inde. Quand j'avais 20 ans, j'ai suivi un ami en Inde pour un voyage de 3 mois et où j'ai vécu d'abord l'inconfort et puis le charme de l'Inde et puis une folie qui m'a hanté pendant quelques années. Magnifique, magnifique. Je n'en dis rien parce que c'est justement le principe. En fait, on commence l'histoire et on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a aussi l'épisode Derrière la veste. Alors en juin 2019, je reçois un courrier de la police judiciaire de Paris. Et déjà quand j'ai l'enveloppe entre les mains, je me demande tout de suite de quoi il peut s'agir. Et j'ai pas du tout idée de ce qu'il va y avoir dans ce courrier. Et donc c'est quelques mots finalement, il y a quelques lignes assez brèves qui me disent que je dois reprendre attache avec une brigadière dont j'ai les coordonnées téléphoniques au sujet d'une affaire qui me concerne. Et entre parenthèses, il y a un prénom et un nom, donc Christian N, le nom d'une personne avec laquelle j'ai passé un entretien d'embauche quelques années plus tôt. Et voilà, il y en a d'autres. Je suis vraiment... je suis complètement paniquée, je peux pas imaginer plus marcher, c'est juste pas possible. J'ai 20 ans, c'est pas possible, quoi. Et en fait, vu que c'est neurologique, c'est juste qu'il y avait eu un couac pendant l'opération et donc je peux récupérer tout. Et je reprends une vie normale, je réussis mes études, on m'apprend, j'ai des bons résultats, donc je pars en Erasmus. Je suis la personne sélectionnée pour partir à Valparaiso au Chili. Et donc, je suis encore plus heureuse que si je n'avais pas été opérée, en fait, parce que je me sens vraiment comme une warrior et je sens que j'avais raison, que ma vie est vraiment incroyable et intense et que tout ça a du sens, en fait, parce qu'en plus, j'ai cette maladie, mais que je ne souffre pas, que je suis sur mes pieds et que ça va. Donc, je sens que je suis encore plus forte qu'avant, en fait, et qu'il n'y a plus grand-chose qui peut m'arrêter. Je pense que l'essayer, c'est l'adopter. L'écouter, c'est l'adopter. Et enfin, le dernier podcast que j'ai découvert ce mois-ci, c'est le podcast Vlan, avec un point d'exclamation, que j'ai découvert par hasard parce qu'il était en lecture automatique suivante après un épisode d'un autre podcast que j'écoutais. Donc il y a un truc qui démarre, je me dis mais je connais pas cette personne, c'est quoi, c'est un nouveau podcast? Et puis j'ai laissé l'épisode continuer et en fait c'était bien, c'était très bien. C'est un podcast hébergé par Grégory Pouy. J'ai regardé parce que je m'en souvenais plus. Et c'est un podcast pour mieux comprendre notre société en mouvement. Ouais d'accord, plus vague tu meurs. Mais c'est un podcast, bon voilà, encore une fois, qui adresse beaucoup de questions de société. Alors soit avec des individus un peu lambda, soit avec des chercheurs, avec des gens qui ont vraiment étudié la question, soit avec des personnalités qui ont une légitimité à parler d'un tel sujet. Par exemple, j'ai écouté l'épisode Écologie, les entreprises peuvent-elles contribuer positivement, où l'invité est Fabrice Bonifay, le directeur du développement durable du groupe Bouygues.
Il évoque des idées intéressantes, pragmatiques, enfin je veux dire le mec est quand même directeur du développement durable d'un groupe énormissime, donc évidemment, j'espère qu'il a un peu réfléchi à la question. Et voilà, il évoque plein de pistes de solutions, même des solutions auxquelles on pense pas du tout, par exemple... auquel, en tout cas moi, j'ai jamais pensé intégrer les matières premières au passif d'une entreprise ainsi qu'à l'actif pour que vraiment on les prenne en compte comme une ressource à renouveler précisément et pas simplement un actif immobilisé qui se dilue ensuite dans les résultats financiers du côté du passif du bilan. Aujourd'hui, les panneaux solaires coûtent pas cher, ils coûtent de moins en moins cher. Et on commence à avoir des bâtiments qui sont truffés de panneaux solaires. Alors vous allez me dire, le panneau solaire, mais ça pollue pour les fabriquer, c'est vrai, mais ça pollue toujours moins que des centrales thermiques au charbon. Surtout, il faut les faire venir de Chine, quoi. Il faut les faire venir de Chine. J'ai pas dit que c'était une solution absolument miracle, mais entre la peste et le choléra, il y a des fois, il faut choisir l'une ou l'autre. Et en l'occurrence, là, c'est ni la peste ni la choléra, c'est juste un rhume des foins. C'est bien de mettre des panneaux solaires aujourd'hui sur les bâtiments. Il y a une question qu'il lui pose à un moment, il dit mais vous pensez qu'on a le temps de faire des petits pas, parce qu'il préconise la méthode des petits pas. Il dit bah non, mais il faut faire des petits pas rapidement. Et il y a la question signature du podcast, qui est la dernière question que Grégory Pouy pose à la fin, qui est toujours hyper intéressante aussi, je vous laisserai la découvrir. J'ai écouté aussi comme épisode Travailler plus pour gagner plus. Encore une fois, question de travail qui m'intéresse, où il y a un témoignage intéressant et une remise en question de la notion de richesse et de la contribution sociale qu'on peut apporter sous une autre forme que le travail. Est-ce que vous avez en tête cette phrase qui est « il faut travailler plus pour gagner plus ». Je ne suis pas très sûr du politique qui l'a sorti, il me semble que c'est Sarkozy. Moi, il y a un truc que je fais, que beaucoup de gens font, je crois, qui est de dire... oh là là, mais qu'est-ce que je suis occupé. Il y a une sorte de glorification à l'occupation, à ne pas avoir de temps, en particulier dans les villes, j'imagine, en particulier à Paris. Toi qui as changé de vie, t'en penses quoi? Waouh, le rapport au temps, c'est une sacrée question. Et j'ai écouté aussi Le polyamour est-il l'avenir du couple, qui est peut-être aussi un sujet bobo, mais... peut-être que les bobos ont raison après tout. Hein. C'est intéressant parce que même pour les gens qui ne s'intéressent pas spécialement au polyamour ou qui le fuient pour une raison sombre, on pose la question de ce qu'est la jalousie, d'où elle vient, est-ce qu'elle est forcément négative, comment est-ce qu'on peut la désamorcer. Et alors dans la série des questions, c'est quoi pour toi une relation sexuelle? Alors c'est marrant que tu me poses cette question, c'est une question que j'adore poser, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et régulièrement en soirée, je m'amuse à poser cette question à des amis. Et au début, la réaction des gens est c'est évident. Et bien en fait, tu t'aperçois que plus tu avances dans la discussion, plus tu peux poser des cas où tu dis mais attends, une relation sexuelle, mais c'est-à-dire pénétration, c'est-à-dire que si tu masturbes la personne, c'est pas une relation sexuelle. Parce que évidemment, les lesbiennes peuvent avoir des relations sexuelles sans pénétration. Bien sûr. Et plein d'autres gens, pas que les lesbiennes évidemment. Après, je vais pas répondre pour les autres gens, mais moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Et pour moi, une relation sexuelle, elle se définit dans l'intention qu'on a. Et il y a la question aussi de ce qu'est la liberté, le bonheur. Enfin, voilà, on part d'un sujet et en fait, on finit par remettre le monde en question. Et c'est ce que j'adore dans les podcasts. Et en fait, à chaque épisode... Enfin, je trouve ça fou qu'à chaque épisode, on puisse se poser autant de questions. Ou c'est peut-être la caractéristique des gens qui pensent trop, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'occupe bien sur mes trajets pour aller au travail. Et donc, je compte bien continuer. J'espère que j'aurai d'autres podcasts à vous présenter au mois de février. Si vous avez des découvertes à partager, je vous encourage vivement à le faire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir pour qu'on puisse tous découvrir des choses merveilleuses qui sont produites en ce monde. Et d'ici là, prenez soin de vous, bonne semaine et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Pour moi, l'avenir, c'est déjà de vivre au jour le jour. Après on verra.